Ma belle-fille se garait sur M1. À place tous les jours. Vous ne conduisez même plus, vieille inutile. J'ai demandé poliment pendant 3 mois. Elle s'est moquée de moi. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je suis la propriétaire de l'immeuble. Quand ces charges de copropriété sont arrivées, j'ai toujours su que la vie nous réserve des surprises, mais je n'aurais jamais imaginé qu'à 68 ans, je vivrais une situation aussi embarrassante que révélatrice dans mon propre immeuble. Je m'appelle Roxane Océane, et cette histoire a commencé de manière apparemment simple, mais s'est transformée en quelque chose qui a complètement changé la dynamique familiale que je pensais connaître. J'habite à la résidence Primavera depuis plus de 20 ans, un immeuble haut de gamme dans le quartier Jardin que j'ai acheté quand je travaillais encore comme directrice administrative d'une société d'import. C'était un investissement que j'ai fait avec beaucoup de sacrifices, vendant la maison où j'ai élevé mes enfants pour avoir quelque chose de plus pratique à mon âge. Ce que peu savaient, y compris ma propre famille, c'est qu'en plus de mon appartement au 8e étage, j'étais également propriétaire de tout l'immeuble. La décision de garder cette information confidentielle n'était pas un hasard. Après des décennies dans le monde de l'entreprise, j'ai appris que l'argent et la propriété peuvent drastiquement changer la façon dont les gens nous traitent. J'ai préféré que mon fils Gilles et son épouse Xavier, qui habitent dans le même immeuble depuis leur mariage il y a 3 ans, me voient simplement comme la belle-mère retraitée, pas comme la propriétaire de leur domicile. Gilles a toujours été un bon fils, respectueux et affectueux, mais son choix matrimonial m'a apporté des défis inattendus. Xavier Océane, 32 ans, est arrivé dans notre famille avec une forte personnalité et des opinions très arrêtées sur pratiquement tout. Au début, j'ai essayé d'être compréhensive, me rappelant combien il était difficile de s'adapter à une nouvelle famille quand je me suis mariée avec le père de mes enfants. Leur appartement est au 5e étage et depuis qu'ils ont emménagé ici, notre cohabitation a été comme des montagnes russes, alternant moments cordiaux et situations tendues. Xavier travaille comme directrice marketing dans une agence de publicité et a des horaires irréguliers, ce qui justifiait initialement certains de ses comportements que je jugeais inappropriés. La première fois que j'ai remarqué quelque chose d'étrange, c'était il y a environ 4 mois, quand je suis descendue pour prendre ma voiture au garage et j'ai eu une désagréable surprise. Ma place, clairement identifiée avec le numéro 8 correspondant à mon appartement, était occupée par une Honda Civic argentée que j'ai immédiatement reconnue comme étant celle de Xavier. Ce premier jour, j'ai supposé que c'était une erreur. Peut-être qu'elle était pressée et n'avait pas fait attention à la numérotation. Je suis montée au 5e étage et j'ai sonné, espérant résoudre la situation de manière civilisée et familiale. « Salut Roxane », a dit Xavier en ouvrant la porte, vêtu d'un peignoir de bain et avec une expression qui montrait un certain agacement face à ma visite. Il s'est passé quelque chose. « Écoute ma chérie », ai-je répondu du ton le plus gentil possible. « Ta voiture est sur ma place en bas. Je dois sortir pour aller chez le médecin et j'aimerais que tu puisses la déplacer, s'il te plaît. » Xavier a froncé les sourcils comme si elle traitait une information complexe, puis a soupiré de façon exagérée. « Ah oui, c'est vrai. Hier, je suis rentrée très tard et ma place était occupée par un visiteur. J'ai fini par me garer sur la vôtre. Je vais descendre la déplacer maintenant. »« Merci, ma chérie. Ce n'est pas grave. Ces choses arrivent, » ai-je dit, croyant sincèrement que c'était un incident isolé. Mais ce ne fut pas le cas. Le lendemain, la Honda Civic argentée était de nouveau sur ma place. Et le jour d'après aussi. Pendant la première semaine, je suis montée 3 fois pour lui demander de déplacer sa voiture, recevant toujours des excuses vagues sur les horaires, la précipitation ou divers problèmes qui justifiaient l'erreur. La 2e semaine, la situation a commencé à vraiment me déranger. Ce n'était pas seulement l'inconvénient de devoir chercher une autre place dans l'immeuble ou dans la rue, mais le sentiment grandissant que je n'étais pas respectée. À 68 ans, après toute une vie de travail et d'éducation des enfants, je m'attendais au moins à avoir le droit fondamental d'utiliser ma propre place de parking.
Gilles, ai-je dit lors d'un déjeuner dominical dans mon appartement, pourrais-tu parler à Xavier de la situation de la place de parking? Cela fait 2 semaines qu'elle utilise la mienne presque tous les jours. Mon fils, qui se servait une autre portion de mon célèbre rôti, a arrêté sa fourchette en l'air et m'a regardé avec une expression confuse. « Quelle situation, maman? Je ne comprends pas. » Elle se gare sur ma place, mon fils. Chaque fois que j'ai besoin de sortir, je dois monter là-haut et lui demander de déplacer sa voiture. Je lui ai expliqué plusieurs fois qu'elle est ma place, mais on dirait qu'elle n'arrive pas à s'en souvenir. Ai-je expliqué, essayant de garder un ton neutre pour ne pas créer de conflit. Gilles a mâché pensivement avant de répondre. « Écoute, maman, je vais lui en parler. Mais tu sais comment c'est, elle est stressée au travail. Elle rentre tard tous les jours. Elle est peut-être estingue et c'est peut-être vraiment un peu distraite. Je comprends que le travail puisse être stressant, Gilles, mais se garer à la mauvaise place n'est pas une question de distraction, c'est une question de respect. » Dis-je, ressentant une pointe de frustration en réalisant que mon propre fils ne semblait pas comprendre la gravité de la situation. « Tu as raison, maman, je vais lui parler aujourd'hui même, » promit Gilles. Mais à son ton, je compris qu'il considérait cela plus comme un malentendu que comme le manque de respect systématique que je subissais. La conversation que Gilles a eue avec Xavier n'a apparemment eu aucun effet. En fait, la situation s'est aggravée. Non seulement elle continuait d'utiliser ma place quotidiennement, mais maintenant elle ne prenait même plus la peine de répondre quand je sonnais à la porte de son appartement. Plusieurs fois, je suis resté là dans le couloir, appuyant sur le bouton et entendant la sonnerie résonner dans l'appartement, sachant qu'elle était chez elle, mais choisissant de m'ignorer. C'est alors que j'ai commencé à laisser des mots sur le pare-brise de sa voiture. Des messages polis, toujours signés « Roxane, votre belle-mère », demandant gentiment qu'elle respecte les places attribuées. Les mots disparaissaient, mais le comportement ne changeait pas. Pendant cette période, j'ai commencé à remarquer d'autres aspects de la personnalité de Xavier que j'avais auparavant ignorés ou justifiés. La façon dont elle me parlait les rares fois où nous nous croisions dans l'ascenseur ou dans le hall avait changé. Le ton respectueux des premières années de mariage avait cédé la place à une froideur qui frôlait l'hostilité. « Bonjour, Xavier », la saluai-je un matin alors que nous entrions ensemble dans l'ascenseur. « Jour », répondit-elle sèchement, sans même me regarder, gardant les yeux fixés sur son téléphone. La tension dans le petit espace de l'ascenseur était presque palpable. J'ai essayé de briser la glace en parlant de la météo, mais je n'ai reçu que des réponses monosyllabiques jusqu'à ce que nous arrivions au rez-de-chaussée. C'était comme si j'étais une étrangère gênante, pas la mère de l'homme qu'elle avait choisi pour partager sa vie. Ce changement d'attitude m'a profondément blessé. J'avais accueilli Xavier dans notre famille à bras ouverts, offrant mon aide dès que possible, célébrant ses réussites professionnelles et essayant de créer un environnement harmonieux pour que Gilles soit heureux. Voir tous ces efforts récompensés par du mépris me faisait me demander si j'avais échoué en tant que belle-mère. Les semaines ont passé et la situation de la place est devenue ma routine quotidienne de frustration. Chaque fois que je devais sortir, je savais que je devrais affronter l'embarras de demander à Xavier de déplacer sa voiture quand je parvenais à la trouver ou chercher une place dans la rue, ce qui à mes 68 ans et avec quelques problèmes d'articulation devenait de plus en plus difficile. C'est à la 3e semaine de ce calvaire quotidien que la situation a atteint un point que je n'aurais jamais imaginé. Possible. Je venais de rentrer d'une consultation médicale et j'ai trouvé une fois de plus la Honda Civic argentée occupant ma place. Cette fois-ci, cependant, quelque chose était différent dans mon approche. 3 mois de demandes polies et de mots ignorés avaient épuisé ma patience d'une manière que je n'avais pas expérimentée depuis des décennies. Je suis montée au 5e étage avec une détermination qui m'a surprise moi-même. Mes pas résonnaient dans le couloir avec une fermeté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'ai sonné 1 fois, puis 2, jusqu'à ce que j'entende les pas de Xavier s'approcher de la porte. « Qu'est-ce qu'il y a encore, Roxane ?» demanda-t-elle en ouvrant la porte, sans même essayer de masquer l'irritation dans sa voix. Elle portait un t-shirt large et un short, clairement à la maison depuis un moment. « Xavier, nous devons parler de cette situation de la place.
Cela fait 3 mois que je vous demande poliment de respecter l'espace qui est le mien, dis-je, gardant un ton ferme mais contrôlé. Elle soupira de façon exagérée et croisa les bras, me regardant comme si j'étais une enfant faisant un caprice. Écoutez, Roxane, vous ne conduisez même plus tant que ça. Quelle différence ça fait si j'utilise la place quand vous ne l'utilisez pas? La différence, c'est que c'est ma place, Xavier. Peu importe si je l'utilise peu ou beaucoup. C'est une question de respect, répondis-je, sentant ma voix trembler légèrement d'indignation. Le respect? Elle eut un rire sarcastique qui me glaça le sang. Vous voulez parler de respect? Une vieille inutile qui passe ses journées à la maison, à se plaindre d'une place de parking. Vous ne conduisez même plus correctement, Roxane. Hier encore, je vous ai vu faire ces manœuvres ridicules pour vous garer dans la rue. Ces mots m'ont frappé comme un coup dans l'estomac. Vieille et inutile. Les syllabes résonnaient dans mon esprit pendant que j'essayais de réaliser que ma propre belle-fille venait de me traiter de vieille et inutile. À 68 ans, après toute une vie de travail, de dévouement à la famille et de réussite que je n'aurais même pas imaginé, j'étais humilié de la sorte par quelqu'un que j'avais accueilli dans ma famille à bras ouverts. Xavier, je n'arrive pas à croire que tu viennes de m'appeler, commençai-je, mais elle m'interrompit d'un autre geste dédaigneux. Vieille et inutile, c'est exactement ce que j'ai dit. Elle rit à mon visage, un rire cruel dépourvu de toute affection familiale. Écoute, Roxane, arrêtons cette mascarade. Tu n'as plus autant besoin de cette place de parking que moi. Je travaille, j'ai des horaires à respecter, j'ai une vie productive. Toi, tu restes à la maison à regarder la télévision et à inventer des problèmes. Je suis resté là regardant cette femme qui pendant 3 ans avait faim de me respecter, qui s'était assise à ma table les dimanches, qui avait reçu mes cadeaux d'anniversaire et de Noël, qui avait pleuré sur mon épaule quand elle avait des problèmes au travail. Le masque était complètement tombé, révélant une personne que je n'avais jamais vraiment connue. « Tu as fini ?» demandai-je avec un calme qui me surprit, compte tenu du tourbillon d'émotions qui bouillonnait en moi. « Pour l'instant, » répondit-elle avec un sourire malicieux, « mais j'espère que tu as compris le message. La place est à moi maintenant, et je ne veux plus voir ces petits mots ridicules sur ma voiture. » Elle me claqua la porte au nez avec suffisamment de force pour faire résonner le bruit dans tout le couloir. Je suis resté là quelques secondes, digérant ce qui venait de se passer. 3 mois de demandes polies, de tentatives pour maintenir l'harmonie familiale, d'orgueil ravalé en pensant au bien-être de mon fils. Tout cela avait abouti à cette humiliation. Je suis retourné dans mon appartement les jambes tremblantes, non de faiblesse, mais d'une indignation qui grandissait à chaque pas. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré, celui où j'avais l'habitude de lire en fin d'après-midi, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis permis de ressentir toute la colère qui avait été réprimée pendant des mois. Vieille inutile. Les mots continuaient à résonner dans mon esprit. Moi qui avais travaillé depuis mes 16 ans, qui avais élevé seul 2 enfants après la mort de mon mari, qui avait bâti une carrière solide et acquis une indépendance financière suffisante pour acheter non seulement un appartement, mais un immeuble entier. Moi qui avais pris des décisions financières stratégiques, qui avaient assuré mon confort à la retraite et qui pourraient me bénéficier à ma famille pendant des générations. C'est dans ce moment de réflexion amère qu'une idée commença à germer dans mon esprit. Xavier ne savait pas qui j'étais vraiment. Pour elle, je n'étais que la belle-mère retraitée, la vieille inutile qui restait à la maison à se plaindre d'une place de parking. Elle n'avait aucune idée que la femme qu'elle venait d'humilier était en réalité la propriétaire du toit sous lequel elle dormait chaque nuit. Pendant toutes ces années, j'avais gardé ma condition de propriétaire secrète, croyant que c'était mieux pour les relations familiales. Je ne voulais pas que mes enfants se sentent mal à l'aise ou que leurs choix soient influencés par le fait qu'ils vivaient dans ma propriété. Je voulais que nos relations soient authentiques, basées sur une véritable affection, pas sur un intérêt financier. Mais maintenant, assise dans ce fauteuil, avec les mots cruels de Xavier brûlant encore dans mes oreilles, j'ai commencé à me demander si cette décision avait été vraiment sage. Peut-être qu'un peu de connaissance de la réalité était nécessaire pour rétablir le respect que je méritais. Je me suis levé
et me suis dirigée vers mon bureau où je gardais tous les documents importants. J'ai ouvert le petit coffre-fort dans l'armoire et en ai sorti un dossier que je n'avais pas consulté depuis des mois. À l'intérieur se trouvaient tous les documents prouvant ma propriété de l'immeuble Primavera. L'acte de propriété original, les registres notariés, les contrats de gestion, tout soigneusement organisé et à jour. J'ai feuilleté lentement les papiers, me rappelant chaque étape de l'acquisition. J'avais acheté l'immeuble 15 ans auparavant, quand j'étais encore en activité professionnelle, et avais accès à des informations privilégiées sur les investissements immobiliers. Ce fut une transaction complexe qui impliqua la vente d'autres biens et une planification financière minutieuse, mais qui s'avéra être l'une des meilleures décisions de ma vie. L'immeuble Primavera comptait 24 appartements répartis sur 8 étages, plus le parking et les espaces de loisirs. Tous les appartements étaient loués, sauf le mien et celui de Gilles et Xavier, que j'avais cédé comme cadeau de mariage. Le revenu mensuel des loyers suffisait à couvrir toutes les dépenses de l'immeuble et me procurait encore un revenu confortable pour ma retraite. J'ai pris le téléphone et appelé Quentin Caillan, le gestionnaire immobilier, qui s'occupait de tous les aspects opérationnels de l'immeuble. Quentin était un homme compétent et discret qui respectait ma décision de garder secrète ma position de propriétaire. Il était l'une des rares personnes à connaître la vérité sur ma situation financière. « Bonjour, Madame Océane », répondit Quentin de son ton toujours professionnel. « En quoi puis-je vous aider ?»« Bonjour, Quentin. J'ai besoin de vous parler d'une question délicate concernant l'appartement de mon fils, » dis-je en choisissant soigneusement mes mots. « Bien sûr, madame. Y a-t-il un problème ? Eh bien, en fait, j'ai besoin d'apporter quelques ajustements à la situation de l'appartement 505. Pourriez-vous venir plus tard pour en discuter en personne ? » Quentin hésita un moment. Il savait que quand je demandais des entretiens personnels, il s'agissait généralement de questions importantes liées à la gestion de l'immeuble. « Certainement, Madame Océane. Je peux être là à 19 heures si cela vous convient. »« Parfait, Quentin. À plus tard. » J'ai raccroché le téléphone et je suis retourné examiner les documents. L'appartement où vivaient Gilles et Xavier était enregistré comme ma propriété, prêté gratuitement à mon fils. Juridiquement, j'avais un contrôle total sur la situation, pouvant modifier les termes de l'accord à tout moment. Durant les heures suivantes, j'ai profondément réfléchi à la situation. Une partie de moi se sentait mal d'envisager d'utiliser ma position de propriétaire pour résoudre un conflit familial. Mais une autre partie, celle qui brûlait encore de l'humiliation récente, savait que certaines leçons devaient être apprises. Il ne s'agissait pas seulement de la place de parking, il s'agissait de respect, de dignité, de reconnaître qu'à 68 ans, j'avais encore de la valeur en tant que personne et membre de la famille. Si Xavier pensait qu'elle pouvait me traiter comme une vieille inutile sans conséquence, elle se trompait lourdement. Quand Quentin arriva ponctuel à 19 heures, j'avais déjà pris ma décision. J'ai ouvert la porte et l'ai accueilli avec le sérieux que la situation exigeait. « Bonsoir, Madame Océane », salua-t-il en entrant dans l'appartement avec son habituelle serviette de documents. « Bonsoir, Quentin, merci d'être venu. Asseyez-vous. S'il vous plaît, nous avons des sujets importants à discuter. » Nous avons servi le café et nous sommes installés dans le salon. Quentin attendit patiemment pendant que j'organisais mes pensées sur la façon d'aborder la question. « Quentin, j'ai besoin d'apporter quelques changements à la situation de l'appartement de mon fils, » commençai-je, gardant un ton neutre. « Le prêt à usage gratuit ne fonctionne plus de manière adéquate. » Il fronça les sourcils, visiblement surpris. Pendant les 3 ans depuis le mariage de Gilles, il n'y avait jamais eu de problème lié à l'appartement. Puis-je demander quelle était la nature du problème, madame? Des questions de cohabitation devenues insoutenables. J'ai besoin que vous prépariez les documents pour convertir le prêt à usage en location régulière, au prix du marché. Quentin prit quelques notes dans son carnet, mais je perçus son hésitation à questionner ma décision. Il me connaissait assez pour savoir que je ne prenais pas de décision impulsive, surtout concernant ma famille. « Très bien, madame. Quel serait le montant du loyer ?
Recherchez le prix du marché pour des appartements similaires dans le quartier. Je veux que ce soit juste, mais je veux aussi que cela reflète la réalité du marché immobilier actuel. Et concernant le délai pour mettre en œuvre ces changements, préparez tout pour que cela entre en vigueur le mois prochain. Et Quentin, ajoutai-je, le regardant directement dans les yeux, cette fois, je veux que ma qualité de propriétaire soit claire dans les documents. Il n'y a plus besoin de discrétion. Quentin prit encore quelques notes, réfléchissant visiblement aux implications de cette décision. J'observais son visage pendant qu'il calculait mentalement les montants et les délais impliqués. Je comprends parfaitement, Madame Océane. Je vais préparer toute la documentation nécessaire, dit Quentin finalement, fermant son carnet. Puis-je suggérer que nous envoyions une notification formelle avec 30 jours de préavis? C'est le délai légal approprié pour ce type de changement contractuel. Parfait, répondis-je, ressentant une étrange satisfaction en prenant cette décision. Et Quentin, je veux que vous remettiez personnellement la notification. Ne l'envoyez pas par la poste et ne la laissez pas au gardien. Je dois être sûr qu'elle sera reçue correctement. Il acquiesça, comprenant la gravité de la situation sans avoir besoin d'explications supplémentaires. Durant toutes les années de notre partenariat professionnel, Quentin avait appris à respecter mes décisions sans poser de questions inutiles. Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez discuter concernant ce changement? Demanda Quentin, rangeant ses papiers dans sa serviette. Oui, il y a une question supplémentaire, dis-je en me levant pour aller chercher un autre document dans mon bureau. Je veux aussi revoir la situation de la place de parking numéro 42. Je suis revenu avec un plan du garage où toutes les places étaient numérotées et identifiées. La place 42 était clairement marquée comme correspondant à mon appartement, conformément à l'acte de propriété original de l'immeuble. Cette place est utilisée par des tiers sans mon autorisation, ai-je expliqué, en pointant le numéro sur le plan. Je veux que vous installiez une signalisation claire identifiant la propriété et, si nécessaire, que vous preniez les mesures appropriées pour garantir son usage exclusif. Quentin examina le plan minutieusement, prenant des notes sur l'emplacement et les spécifications de la place. Je pouvais voir qu'il commençait à comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une simple question administrative, mais de quelque chose de beaucoup plus personnel et complexe. Je m'occuperai de la signalisation cette semaine, madame. Et concernant les mesures pour garantir l'usage exclusif, souhaitez-vous que nous installions un dispositif de blocage ou une chaîne? Pour l'instant, la signalisation suffira. Si le problème persiste, nous discuterons de solutions plus définitives, ai-je répondu en repliant le plan. Après le départ de Quentin, je suis resté seul avec mes pensées et l'ampleur des décisions que j'avais prises. Une partie de moi se demandait si je n'étais pas trop sévère, mais le souvenir des paroles de Xavier brûlait encore dans ma mémoire comme un fer rouge. Les jours suivants, j'ai discrètement observé les mouvements dans l'immeuble. Xavier continuait de se garer sur ma place tous les matins, partant au travail avec cette expression présomptueuse que j'avais appris à reconnaître. Elle n'avait aucune idée de la tempête qui approchait. Gilles est apparu dans mon appartement jeudi soir, comme il le faisait occasionnellement. J'ai remarqué qu'il semblait plus tendu que d'habitude, tripotant ses mains et évitant mon regard direct. « Maman, je dois te parler d'une situation, » a dit mon fils, s'asseyant inconfortablement au bord du fauteuil. « Bien sûr, mon chéri. De quoi s'agit-il » ai-je demandé, bien que je soupçonnais que cela avait un rapport avec les événements récents. « C'est à propos de Xavier et de la place de parking. Elle m'a dit que vous avez eu une conversation un peu tendue. » Gilles a hésité, essayant visiblement de trouver des mots diplomatiques pour une situation qu'il savait délicate. J'ai respiré profondément avant de répondre. Mon fils était dans une position difficile, tentant de médier un conflit entre sa femme et sa mère. Mais certaines vérités devaient être dites. Gilles, ta femme m'a traité de vieille inutile et s'est moquée de moi quand je lui ai poliment demandé de respecter ma place de parking. Ai-je dit, gardant un ton calme mais ferme. Ce n'était pas une conversation tendue. C'était une humiliation délibérée. Il a fermé les yeux et soupiré profondément.
Maman, je sais que Xavier peut parfois être un peu trop direct, mais vous ne pourriez pas essayer de résoudre ça de manière plus amicale? 3 mois, Gilles. Pendant 3 mois, j'ai essayé de résoudre ça de manière amicale. J'ai laissé des mots polis, j'ai parlé en personne, j'ai demandé ton intervention. Rien n'a fonctionné, ai-je répondu, sentant ma voix se durcir légèrement. Et maintenant ta femme pense qu'elle peut me manquer de respect qu'en toute impunité. Mon fils s'est levé et a commencé à faire les 100 pas dans le salon, passant ses mains dans ses cheveux, dans un geste que je reconnaissais de son enfance. C'était ce qu'il faisait toujours quand il se sentait pressé ou confus. « Que veux-tu que je fasse, maman? C'est ma femme. Je ne peux pas simplement lui ordonner d'arrêter d'utiliser la place. Je ne te demande pas d'ordonner quoi que ce soit, mon chéri. » ai-je dit, me levant aussi. Je t'informe simplement que la situation a changé et que certaines choses vont être différentes à partir de maintenant. Gilles a arrêté de marcher et m'a regardé avec une expression inquiète. Différente comment? À ce moment-là, j'ai envisagé de lui parler des changements que j'avais demandés à Quentin. Mais quelque chose m'a fait hésiter. Peut-être valait-il mieux que les conséquences parlent d'elles-mêmes. Tu le découvriras bientôt, ai-je simplement répondu. Maintenant dis-moi, mon fils, savais-tu comment ta femme me traitait? La question l'a prise au dépourvu. Il a baissé les yeux, confirmant mes soupçons qu'il avait au minimum été témoin de certains épisodes de manque de respect. Je savais que vous aviez quelques désaccords au sujet de la place, a admis Gilles à contre-cœur. Mais je n'imaginais pas que c'était allé si loin. C'est allé jusque-là, mon chéri. Et c'était comme ça depuis longtemps. La différence, c'est que maintenant je ne vais plus faire semblant que ça n'arrive pas. Il s'est approché de moi avec une expression suppliante qui m'a rappelé le petit garçon qui suppliait pour rester debout plus tard les week-ends. Maman, s'il te plaît, ne laisse pas ça détruire notre famille. Xavier peut être difficile parfois, mais au fond c'est une bonne personne. Gilles, ai-je dit en posant mes mains sur ses épaules, je ne veux pas détruire notre famille. Mais je ne vais pas non plus permettre qu'on me manque de respect dans ma propre maison. Il y a une différence entre maintenir l'harmonie et accepter l'humiliation. Il hocha lentement la tête, bien que je puisse voir qu'il luttait encore intérieurement avec la situation. Mon fils a toujours été un pacificateur par nature, quelqu'un qui préférait éviter les conflits plutôt que les affronter directement. Tu pourrais au moins lui parler une dernière fois, essayer d'expliquer ton point de vue, demanda Gilles, faisant un dernier effort diplomatique. Mon chéri, le temps des discussions est révolu. Ta femme a été très claire sur son opinion me concernant et concernant mes droits. Il est temps qu'elle apprenne ce que sont les conséquences. Le lendemain matin, Quentin est arrivé tôt à l'immeuble avec une équipe de signalisation. J'ai observé depuis ma fenêtre pendant qu'ils installaient un panneau clair et sans équivoque sur la place 42. Place privée, appartement 3-1, usage exclusif, propriétaire, Roxane Océane. Le panneau était élégant, mais ferme, impossible à ignorer ou à mal interpréter. Quiconque se garerait là saurait exactement à qui appartenait cet espace et qui en avait l'autorité. Vers 10 heures, j'ai vu Xavier descendre chercher quelque chose dans sa voiture. Elle s'est arrêtée brusquement en voyant le panneau, le relisant plusieurs fois, avec une expression d'incrédulité croissante. J'ai pu observer le moment exact où la réalité a commencé à prendre forme dans son esprit. Elle a regardé vers le haut, en direction des fenêtres de l'immeuble, comme si elle cherchait quelqu'un qui observait. Instinctivement, je me suis un peu éloignée de la fenêtre, mais j'ai continué d'observer sa réaction. Xavier a sorti son téléphone de sa poche et a passé un appel, visiblement agité. Même sans pouvoir entendre les mots, je pouvais voir à ses gestes qu'elle discutait de la situation avec quelqu'un, probablement Gilles. 2 heures plus tard, Quentin sonnait à ma porte avec une enveloppe officielle dans les mains. « Madame Océane, la documentation que vous avez demandée est prête, » dit Kayan en me remettant l'enveloppe cachetée. « Tout est conforme à vos instructions. » Dans l'enveloppe se trouvait la notification formelle de changement du prêt à usage en location.
avec une valeur marchande calculée à 2800 € mensuels, plus les charges de copropriété. Le document était impeccable, juridiquement solide et absolument clair sur les nouveaux termes. Merci Quentin. Pouvez-vous la livrer aujourd'hui même? Certainement, madame. Préférez-vous que je la livre à un horaire particulier? Quand ils seront tous les deux à la maison, je veux qu'ils reçoivent l'information en même temps. Kayan acquiesça et rangea une copie du document dans sa mallette. Autre chose, madame Océane? Pas pour l'instant. Mais restez disponible dans les prochains jours. Je soupçonne qu'il y aura des réactions. Il sourit discrètement, comprenant parfaitement ce que je voulais dire. Je serai à votre disposition, madame. Le reste de la journée passa lentement, avec une tension croissante dans l'air. Je savais que la bombe était sur le point d'exploser et, pour la première fois depuis des mois, je me sentais en contrôle de la situation. À 19h30, j'entendis des pas dans le couloir et des voix étouffées. Quentin avait accompli sa mission. 20 minutes après la livraison de Quentin, j'entendis des pas précipités dans le couloir, suivis de coups urgents à ma porte. Le son était reconnaissable entre tous, des poings serrés frappant avec force, sans la moindre considération pour les voisins. Je respirais profondément avant d'ouvrir. Xavier était là dans le couloir, tenant l'enveloppe officielle de ses mains tremblantes, le visage rouge d'indignation. Gilles apparut juste derrière elle, essayant visiblement de la calmer avant que la situation n'explose complètement. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria Xavier, agitant le document devant moi. « 2800 € par mois. Vous êtes devenue complètement folle. » Je gardai mon calme, ouvrant complètement la porte pour qu'ils entrent. « Bonsoir, Xavier. Bonsoir, Gilles. Je vous en prie, entrez pour que nous puissions discuter convenablement. »« Je ne veux rien discuter du tout !» explosa-t-elle, entrant comme une furie dans mon salon. « Je veux des explications. Comment pouvez-vous demander ce loyer absurde? C'est de l'extorsion. » Gilles ferma la porte derrière lui, me lançant un regard suppliant. « Maman, s'il te plaît, essayons de résoudre ça calmement. »« Calmement ?» hurla Xavier se tournant vers son mari. « Ta mère essaie de nous expulser de l'appartement. 2800 € plus les charges. Ça fait plus de 3000 par mois. » Je m'assis calmement dans mon fauteuil, leur faisant signe de s'asseoir aussi. Xavier resta debout, marchant de long en large comme un animal en cage, tandis que Gilles s'installait inconfortablement au bord du canapé. « Xavier, dis-je d'une voix ferme mais contrôlée, pendant les 3 dernières années, vous avez vécu dans mon appartement sans payer un centime de loyer. Cela s'appelle un prêt à usage. Une faveur que j'ai faite parce que vous êtes de la famille. » « Une faveur ?» Elle rit avec dédain. « Cet appartement était vide. C'est nous qui vous avons fait une faveur en prenant soin du bien. » L'ironie de la situation ne m'échappa pas. La voilà. Encore une fois, essayant d'inverser la réalité pour se poser en victime. Mais cette fois, j'avais des documents légaux de mon côté. L'appartement était vide parce que j'ai choisi de le laisser vide, ai-je répondu calmement. Et maintenant, je choisis de le louer au prix du marché. Quentin Kayan y a fait une évaluation professionnelle, et c'est que le prix juste pour un appartement de cette taille et de cet emplacement. Gilles a finalement trouvé le courage de parler. « Maman, tu ne penses pas que ce prix est un peu élevé? On ne pourrait pas négocier quelque chose de plus abordable? »« Mon chéri, » ai-je dit, en regardant directement mon fils. « Vous avez eu 3 ans de logement gratuit. Vous avez économisé plus de 100 000 réais en loyer pendant cette période. Il est temps maintenant d'assumer vos responsabilités d'adulte. » Xavier a arrêté de marcher et s'est planté devant moi, les bras croisés. « Et si on refuse de payer, qu'est-ce que c'est que tu vas faire? Expulser ton propre fils ?» La question contenait une menace voilée, comme si elle croyait que je n'aurais pas le courage d'aller jusqu'au bout. Mais elle ne connaissait clairement pas l'étendue de ma détermination. « Xavier, » ai-je répondu en me levant pour être à sa hauteur, « vous avez 30 jours pour décider. Soit vous acceptez les nouvelles conditions, soit vous quittez les lieux. Il n'y a pas de 3e option. »« Tu ne peux pas faire ça !» a-t-elle crié, perdant complètement son sang-froid.
Nous sommes de la famille. Tu ne peux pas nous jeter à la rue. La famille, ai-je répété, sentant des décennies de frustration trouver enfin leur voie. La famille ne traite pas sa belle-mère de vieille lait inutile. La famille ne rit pas au nez de quelqu'un qui demande du respect. La famille ne se gare pas tous les jours sur la place de celle qui lui a offert un toit gratuitement pendant 3 ans. Le silence qui a suivi était assourdissant. Gilles fixait le sol, traitant visiblement tout ce qui était dit. Xavière ouvrait et fermait la bouche plusieurs fois, comme si elle cherchait des mots qui ne venaient pas. Je ne voulais pas dire ces choses, a-t-elle finalement murmuré, sa voix perdant une partie de son agressivité précédente. J'étais stressée par le travail et... Xavière, l'ai-je interrompu, tu as dit exactement ce que tu pensais. Et pendant 3 mois, même après que je t'ai demandé poliment, tu as continué à manquer de respect à ma propriété et à ma personne. Ce n'était pas du stress, c'était du mépris délibéré. Gilles s'est levé et s'est approché de moi avec une expression mêlant supplication et désespoir. « Maman, s'il te plaît, n'y a-t-il pas moyen de résoudre ça en famille? Peut-être un prix plus bas, oh !» Gilles, ai-je dit en posant ma main sur son bras. J'ai essayé de résoudre ça en famille. Pendant 3 ans, j'ai offert un logement gratuit. Pendant 3 mois, j'ai demandé poliment de respecter ma place. Ta femme a choisi la confrontation. Maintenant, elle devra en assumer les conséquences. Xavière s'est remise à s'agiter, marchant en cercle dans la pièce. Nous n'avons pas 3000 réais par mois à dépenser en loyer. Avec nos salaires, c'est impossible. Alors, vous devrez trouver des alternatives, ai-je simplement répondu. Il existe des appartements plus petits dans d'autres quartiers à des prix plus abordables, où vous pouvez chercher à augmenter vos revenus. D'autres quartiers, a-t-elle pratiquement crié. Je travaille ici dans le centre. Gilles travaille à 15 minutes d'ici. Tu veux qu'on déménage loin de tout? La logique déformée de son argumentation était presque comique. Pendant 3 ans, ils avaient profité de la commodité de l'emplacement sans payer. Maintenant, confrontés au coût réel de ce privilège, ils trouvaient injuste de devoir choisir entre payer ou renoncer au confort. « Xavier, ai-je dit en me rasseyant, vous êtes des adultes d'une 30aine d'années. D'autres couples de votre âge payent un loyer, des mensualités pour leur propre maison, ou vivent chez leurs parents en participant aux dépenses. Vous avez eu 3 ans d'avance sur eux tous. » Gilles s'est approché de sa femme et a mis sa main sur son épaule, essayant de la calmer. « Chérie, peut-être qu'on pourrait en parler à la maison, analyser nos options. »« Quelles options ?» s'est-elle retournée vers lui avec fureur. « Ta mère nous fait du chantage. Soit on paye une fortune, soit on part. C'est de l'extorsion. » La patience que j'avais maintenue commençait à s'épuiser. Pendant des décennies, j'avais avalé des affronts, ignoré des grossièretés et maintenu la paix familiale à tout prix. Mais il y a une limite à tout. « Xavier, ai-je dit en me levant avec détermination, l'extorsion, c'est ce que tu m'as fait pendant des mois. Tu as utilisé ma générosité comme une faiblesse, mon âge comme excuse pour le non-respect et ma condition de belle-mère comme garantie d'impunité. » Elle a légèrement reculé, surprise par la fermeté de ma voix. « Tu as cru que tu pouvais m'humilier indéfiniment parce que je n'étais qu'une vieille inutile qui ne conduit même plus. Eh bien, cette vieille inutile est propriétaire de 17 appartements dans cet immeuble, y compris celui où vous vivez. » Le choc sur le visage de Xavier fut instantané et total. Gilles semblait également surpris, bien que moins que sa femme. Apparemment, mon fils ne s'était jamais soucié d'expliquer en détail l'étendue du patrimoine familial. « 17 appartements, » murmura Xavier, sa voix à peine plus qu'un chuchotement. « 17 appartements, » confirmai-je, achetés au cours de 40 années de travail et d'investissements minutieux. Cet immeuble fut l'un de mes premiers investissements immobiliers, alors qu'il n'existait encore que sur papier. Je me dirigeai vers ma bibliothèque et pris un dossier contenant les copies de tous les actes de propriété. Je l'ouvris sur la table basse, montrant document après document, chacun attestant ma propriété sur différentes unités de l'immeuble.
Appartement 201, 202, 205, 207, dis-je en feuilletant les papiers. Troisième étage, 302, 304, 306. Où vous habitez? 307. Xavier s'approcha de la table comme hypnotisé, regardant les documents avec une incrédulité croissante. Gilles resta où il était, mais je pouvais voir qu'il assimilait aussi des informations dont il ignorait visiblement l'existence. Quatrième étage, tous les appartements pairs, poursuivis-je. Cinquième étage, 501, 503, 508, et bien sûr cet appartement où nous vivons maintenant. Pourquoi ne nous as-tu jamais dit ça? Demanda Gilles, sa voix chargée de confusion et d'une sorte de gêne. Parce que je n'en ai jamais vu la nécessité, répondis-je en fermant le dossier. Vous aviez un logement gratuit, j'avais la satisfaction d'aider la famille. Je ne voyais aucune raison d'étaler mon patrimoine. Xavier retrouva enfin sa voix, bien que nettement moins assurée qu'auparavant. Si vous êtes si riche, pourquoi nous faites-vous ça? Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement continuer à nous laisser y habiter? Sa question révélait une mentalité que je connaissais bien, l'idée que la richesse s'accompagne de l'obligation de subvenir indéfiniment aux besoins des autres, particulièrement quand il s'agit de la famille. Xavier, dis-je en la regardant droit dans les yeux, la richesse ne m'oblige pas à accepter le manque de respect. En fait, des décennies à construire un patrimoine m'ont appris exactement le contraire, que le respect et les limites sont fondamentaux dans toute relation. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais je levai la main, indiquant que je n'avais pas terminé. Vous avez eu une opportunité unique de construire votre vie avec un avantage énorme. 3 ans sans payer de loyer, ce sont 3 ans pour économiser, investir, planifier l'avenir. Au lieu de cela, vous vous êtes installé dans le confort et m'avez même manqué de respect. Gilles intervint enfin, avec une voix chargée de regret. Maman, je ne savais pas que la situation en était arrivée là. Si j'avais su comment Xavier te traitait... Qu'aurais-tu fait, mon chéri? Demandai-je doucement. Tu connaissais les problèmes avec la place de parking. Tu savais que j'étais contrariée. Mais tu as choisi de ne pas t'en mêler, espérant que le problème se résoudrait tout seul. Le silence qui suivit fut lourd et inconfortable. Xavier assimilait visiblement cette nouvelle réalité, tandis que Gilles faisait face à ses propres manquements en tant que médiateur familial. « Donc c'est ça ?» demanda finalement Xavier, sa voix maintenant dépourvue de son agressivité précédente. « Soit on paie, soit on part. »« Exactement, » confirmai-je sans hésitation. « Et la décision doit être prise dans les 30 jours. » Elle resta silencieuse quelques secondes, absorbant clairement le poids de ma décision. Gilles demeurait immobile à côté d'elle, avec une expression mêlant gêne et inquiétude sincère. « Maman, » dit finalement Gilles, « tu crois vraiment qu'il n'y a aucune possibilité de négociation? Peut-être pourrions-nous trouver un compromis qui fonctionne pour tous. » J'observai mon fils un moment, voyant en lui l'homme qui tentait toujours d'éviter les conflits, cherchant toujours des solutions pour maintenir tout le monde à l'aise. C'était une qualité admirable dans bien des situations, mais qui dans ce cas avait contribué à nous amener à ce point extrême. « Gilles, » répondis-je patiemment, « pendant 3 ans, il y a eu négociation. Vous avez vécu gratuitement dans mon appartement. Pendant 3 mois, il y a eu des tentatives de dialogue sur la question du parking. Dans tous ces moments, j'ai choisi la voie de la compréhension et de la flexibilité. » Xavier prit enfin la parole à nouveau, sa voix maintenant plus contrôlée, mais toujours chargée de tension. « Madame Roxane, je reconnais que j'ai peut-être été un peu dur à certaines occasions, mais 2 800 €, c'est vraiment beaucoup d'argent pour nous. » Le changement dans son ton ne m'échappa pas. Le Madame Roxane formel remplaçant toute tentative d'intimité familiale, l'admission prudente qu'elle avait été un peu dure. Il était évident que la révélation sur ma propriété de l'immeuble avait complètement changé sa perception de la situation. « Xavier, » dis-je, gardant ma voix ferme mais non hostile, « le montant n'a pas été fixé par caprice ou vengeance. Quentin Caillan a fait une évaluation technique basée sur le marché immobilier actuel.
Des appartements similaires dans cette région coûtent exactement ce prix. Gilles s'approcha de la table où les documents des actes étaient encore éparpillés. Maman, puis-je te demander, pourquoi ne nous as-tu jamais parlé de toutes ces propriétés? Je savais que tu avais quelques investissements, mais je n'imaginais pas que c'était de cette ampleur. La question de mon fils touchait quelque chose sur lequel je réfléchissais depuis longtemps. Pendant des décennies, j'avais maintenu une discrétion sur mon patrimoine, croyant que cela protégerait ma vie privée et mes relations familiales d'éventuelles complications financières. Gilles, expliquai-je en m'asseyant à nouveau, j'ai appris tôt dans la vie que parler d'argent peut changer la nature des relations. Quand les gens savent que vous avez des ressources, ils commencent parfois à vous voir différemment. Xavier croisa les bras, une expression pensive remplaçant son hostilité précédente. Alors tu as préféré garder le secret pour nous tester? Ce n'était pas un test, Xavier, répondis-je calmement. C'était un choix de préserver des relations authentiques. Je voulais que vous me voyiez comme belle-mère et mère, pas comme propriétaire ou investisseur. Kayan m'avait appris, à travers des années de gestion immobilière, que la transparence financière en famille pouvait être à double tranchante. Certains parents deviennent dépendants, d'autres deviennent rancuniers, et peu parviennent à maintenir le naturel des relations. Mais maintenant ça a changé, observa Gilles avec un ton que je ne pouvais pas complètement déchiffrer entre compréhension et déception. Maintenant ça a changé parce que le manque de respect a forcé cette révélation, confirmai-je, quand Xavier m'a traité de vieille et inutile qui ne conduit même plus. Quand elle a ri à mon visage après des mois de demandes polies, elle a forcé un changement dans la dynamique de notre relation. Xavier baissa les yeux, visiblement mal à l'aise avec le souvenir de ses propres paroles. J'étais stressé par le travail, frustré par le trafic. Ce n'était pas personnel contre toi. Xavier, dis-je en me levant et en marchant vers la fenêtre qui donnait sur le parking. Le manque de respect n'est jamais acceptable, quel que soit le stress. Et quand tu as ri à mon visage, c'est devenu très personnel. Je pouvais voir en bas ma place de parking, maintenant vide en cette fin de soirée. Pendant des mois, j'avais regardé par la même fenêtre et vu la voiture de Xavier garée là, ressentant un mélange de frustration et de tristesse qu'aucune femme de mon âge ne devrait avoir à expérimenter dans sa propre maison. Ce que je regrette le plus, continuai-je sans me retourner, c'est que tout cela aurait pu être évité avec un simple respect mutuel. Vous auriez pu continuer à vivre dans l'appartement gratuitement. J'aurais continué à être heureuse d'aider la famille, et tout le monde y aurait gagné. Gilles s'approcha de moi près de la fenêtre. « Maman, il n'est pas trop tard pour reconsidérer. Si Xavier présente des excuses formelles, si elle garantit qu'il n'y aura plus de problèmes avec la place. » Gilles, l'interrompis-je doucement en posant ma main sur son bras. Certaines lignes, une fois franchies, ne peuvent pas être simplement ignorées. Ta femme ne m'a pas seulement manqué de respect, elle l'a fait de façon délibérée et répétée, même après des demandes polies. Xavier s'approcha de nous, son attitude maintenant visiblement plus simple. Madame Roxane, je voudrais m'excuser formellement pour mon comportement. Je reconnais avoir été irrespectueuse et que je n'aurais pas dû agir ainsi. Je me tournai pour la regarder, évaluant la sincérité dans ses paroles et son expression. Il y avait quelque chose de sincère là, mais aussi le poids évident des circonstances. Il était difficile de savoir si le regret était réel ou simplement une réaction à la découverte de ma position financière. « J'accepte tes excuses, Xavier », répondis-je après un moment de silence. « Mais cela ne change pas ma décision concernant l'appartement. Vous avez toujours 30 jours pour décider entre accepter les nouvelles conditions ou trouver un autre logement. » L'expression d'espoir sur son visage s'évanouit immédiatement. Mais si je me suis excusée, si j'ai reconnu mon erreur, Xavier, dis-je fermement, les excuses n'effacent pas des mois de manque de respect. Et plus important encore, elles ne garantissent pas que le comportement ne se répétera pas à l'avenir. Gilles soupira profondément, passant ses mains dans ses cheveux dans un geste que je reconnaissais depuis son enfance. Il faisait toujours cela quand il se sentait pressé par des situations difficiles. « Maman, le montant ne pourrait vraiment pas être un peu moins élevé,
peut-être 1500 ou 1800, quelque chose plus proche de ce que nous pouvons payer. La question de mon fils m'a profondément touché. Je pouvais voir qu'il était sincèrement préoccupé par la situation financière du couple, mais je savais aussi que céder à ce moment serait une erreur qui pourrait se répéter indéfiniment à l'avenir. Gilles, expliquai-je patiemment, l'appartement vaut 2800 ré sur le marché actuel. Si je demandais moins, je subventionnerais à nouveau votre logement, mais cette fois-ci de façon partielle. Je suis retourné à mon fauteuil sentant le poids de la décision que j'avais prise. Ce n'était pas facile d'être ferme avec sa famille, surtout quand je voyais l'inquiétude sincère sur le visage de mon fils. De plus, ai-je continué, vous avez eu 3 ans pour vous préparer financièrement à cette éventualité. 3 ans d'économie sur le loyer. Cela aurait dû créer une réserve substantielle. Xavier et Gilles ont échangé un regard qui ne m'a pas échappé. Il y avait quelque chose dans cet échange qui suggérait que la gestion financière du couple n'avait peut-être pas été aussi prudente que je l'avais imaginé. En fait, maman, dit Gilles avec hésitation, nous n'avons pas réussi à économiser autant que nous l'aurions voulu. Nous avons eu quelques dépenses imprévues. Et quel genre de dépenses imprévues ai-je demandé, bien que je soupçonnais que la réponse ne serait pas celle que je voudrais entendre. Xavier a répondu avant que Gilles ne puisse continuer. Nous avons acheté une nouvelle voiture l'année dernière, fait un voyage à l'étranger, rénové tout l'appartement. La liste des dépenses qu'elle énumérait confirmait mes soupçons. Au lieu de profiter de l'opportunité d'un logement gratuit pour construire une base financière solide, ils avaient opté pour un style de vie plus luxueux, dépensant l'argent qu'ils auraient pu économiser. Je comprends, ai-je dit simplement, sans montrer ma déception. Donc vous avez choisi de dépenser les économies du loyer dans d'autres choses. Gilles semblait réaliser comment la situation sonnait et essaya de se justifier. Maman, nous pensions que la situation continuerait indéfiniment. Nous n'imaginions pas qu'il y aurait des changements. Gilles, ai-je répondu avec un mélange de tristesse et de fermeté. Rien dans la vie n'est indéfini. Vous êtes des adultes expérimentés. Vous devriez savoir que les arrangements familiaux peuvent changer à tout moment. Le silence qui suivit était chargé de tension et de réflexion. Je pouvais voir que Gilles et Xavier comprenaient enfin l'ampleur des décisions financières qu'ils avaient prises ces dernières années. Donc il n'y a vraiment aucune possibilité de négociation, demanda Xavier une fois de plus, sa voix maintenant presque suppliante. La négociation a eu lieu pendant 3 ans de logement gratuit, ai-je répondu avec finalité. C'est maintenant l'heure des décisions adultes et de la responsabilité financière. Quentin m'avait préparé à ce moment, m'expliquant que les changements dans les arrangements familiaux généraient souvent ce type de résistance initiale. Les gens s'habituent aux avantages et commencent à les voir comme des droits acquis, m'avait-il dit lors de notre conversation précédente. Il vous reste 27 jours pour prendre une décision, ai-je dit, regardant l'horloge au mur. Je vous suggère d'utiliser ce temps pour analyser vos finances et explorer toutes les options disponibles. Gilles s'est levé du canapé, tendant la main pour aider Xavier à se lever aussi. Maman, nous allons en parler à la maison et nous te donnerons une réponse dans les prochains jours. Il n'y a pas d'urgence, ai-je répondu, les accompagnant jusqu'à la porte. Mais rappelez-vous que la décision doit être définitive. Il n'y aura pas de changement d'avis ou de renégociation ultérieure. Xavier s'est arrêté sur le seuil de la porte et s'est tourné vers moi une dernière fois. Madame Roxane, indépendamment de ce que nous déciderons pour l'appartement, je veux que vous sachiez que je regrette sincèrement ce que j'ai dit à propos de la place. C'était impardonnable. Je l'ai observée un moment, voyant en elle une femme qui affrontait enfin les conséquences de ses actes. Merci pour vos excuses, Xavier. J'espère que cette expérience nous apprendra l'importance du respect mutuel. Après leur départ, je suis resté quelques minutes devant la porte fermée, réfléchissant à tout ce qui s'était passé ce soir-là. La révélation sur ma propriété de l'immeuble avait complètement changé la dynamique de la conversation, mais avait aussi confirmé quelque chose que je soupçonnais depuis longtemps, que le respect de certaines personnes
est directement liée à la perception qu'elles ont de notre pouvoir ou de notre position. Je suis retournée à mon fauteuil, ressentant un mélange de soulagement et de mélancolie. J'avais finalement établi des limites claires, mais le coût émotionnel de confronter sa famille n'est jamais faible. À 68 ans, j'apprenais que parfois protéger notre dignité exige des décisions difficiles que nous préférerions ne pas savoir à prendre. Le téléphone a sonné le lendemain matin, peu après 9 heures. C'était Quentin, avec sa voix toujours professionnelle, mais je percevais une note de curiosité qu'il essayait de dissimuler. « Bonjour, Madame Océane, dit-il. J'espère ne pas vous déranger trop tôt, mais j'ai reçu un appel intéressant il y a quelques minutes. » Je prenais mon petit déjeuner sur la véranda, observant le mouvement matinal de l'immeuble à travers la fenêtre. « Vous pouvez parler, Quentin. J'imagine que c'est à propos d'hier soir. »« Exactement, » confirma Kayane. Gilles a appelé pour se renseigner sur la possibilité d'échelonner les frais de copropriété. Il a mentionné que vous aviez parlé et qu'il y avait eu quelques révélations importantes. La formalité dans la voix de Quentin ne parvenait pas à dissimuler entièrement sa satisfaction. Pendant des années, il avait été témoin du manque de respect de Xavier envers moi, maintenant toujours sa position professionnelle, mais désapprouvant clairement la situation. « Et qu'avez-vous répondu ?» demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. J'ai expliqué que les charges de copropriété suivent les règles établies et qu'il n'y a pas de précédent pour des arrangements spéciaux, dit Quentin. J'ai également mentionné que toutes les décisions concernant les propriétés relèvent de votre seule compétence. J'ai souri involontairement. Quentin avait toujours su maintenir les limites professionnelles appropriées, tout en démontrant une loyauté discrète envers les véritables propriétaires. J'imagine qu'il n'était pas très satisfait de la réponse. Disons qu'il y a eu un long silence dans la conversation, répondit Kayane avec une pointe d'humour maîtrisée. Il a demandé s'il pouvait organiser une réunion avec vous pour discuter des alternatives. La persistance de Gilles ne m'a pas surprise. Mon fils a toujours été ainsi. Face à un problème, il essayait toutes les approches possibles avant d'accepter une réponse définitive. C'était une caractéristique que j'admirais dans de nombreuses situations, mais qui dans ce cas ne ferait que prolonger l'inévitable. « Quentin, dis-je en posant ma tasse sur la soucoupe, vous pouvez informer Gilles qu'il n'y aura pas de réunion supplémentaire sur ce sujet. La décision a été prise et clairement communiquée hier soir. »« Parfaitement compréhensible, madame, » répondit-il. « Il y a encore une chose. Gilles a également demandé s'il pouvait ne prendre en charge que les charges de copropriété, sans payer de loyer proprement dit. La créativité des tentatives de négociation m'impressionnait, bien que pas très positivement. Il était évident que Gilles et Xavier n'avaient pas encore complètement compris que la question n'était pas financière, mais une question de principes et de respect. La réponse est non, dis-je fermement. L'appartement a une valeur marchande spécifique, et c'est ce qui doit être payé. Il n'y aura pas d'arrangement alternatif ni de conditions spéciales. Après avoir terminé l'appel avec Quentin, je suis restée sur le balcon quelques minutes, réfléchissant à la conversation. L'insistance de Gilles à trouver des alternatives montrait qu'il n'avait pas nié encore complètement accepté la nouvelle réalité. Une partie de moi comprenait sa position. Après tout, les changements drastiques génèrent toujours une résistance initiale. Le téléphone a sonné à nouveau vers 11 heures. Cette fois, c'était une voix féminine que je n'ai pas immédiatement reconnue. « Madame Océane, c'est Mariana, la sœur de Xavier. Elle m'a demandé de vous appeler car elle a besoin de vous parler de la situation de l'appartement. » La stratégie d'envoyer des intermédiaires n'était pas nouvelle pour moi. Au fil des années, j'avais observé cette tactique être utilisée dans diverses situations familiales délicates. Les personnes qui se trouvent dans des positions inconfortables font souvent appel à des tiers pour tenter d'apaiser les conflits ou obtenir des concessions qu'elles n'ont pas obtenues directement. « Mariana, » ai-je répondu poliment, « j'apprécie votre inquiétude pour votre sœur, mais c'est une question qui doit être résolue directement entre les personnes concernées. Je ne discuterai pas des détails de la situation avec des tiers. »« Mais madame, » insista Mariana, « Xavier est très inquiète.
Elle m'a dit qu'il y avait eu un malentendu et qu'elle aimerait beaucoup éclaircir les choses. Le mot malentendu a attiré mon attention. Il était intéressant de voir comment des situations de manque de respect clair et délibéré étaient souvent redéfinies comme des malentendus lorsque les conséquences devenaient évidentes. « Mariana, dis-je avec patience, il n'y a eu aucun malentendu. Il y a eu 3 mois de demandes polies qui ont été ignorées, culminant par un manque de respect direct et délibéré. Votre sœur a mon numéro de téléphone si elle souhaite me parler directement. » Après avoir terminé ce deuxième appel, j'ai commencé à réaliser que la journée serait remplie de tentatives de contact. C'était un schéma que Quentin m'avait prévenu qui pourrait se produire. Les personnes en situation de changement drastique passent souvent par des étapes de déni, de négociation et de recherche d'alternatives, avant d'accepter la nouvelle réalité. Vers 2 heures de l'après-midi, pendant que je déjeunais, j'ai entendu des pas familiers dans le couloir. C'étaient des pas que je reconnaissais. Gilles marchant seul, sans la présence de Xavier. Quand les coups à la porte sont venus, j'allais déjà ouvrir. « Salut maman », dit-il quand j'ai ouvert la porte. Son expression était un mélange de détermination et de fatigue. « Je peux entrer? J'ai besoin de te parler. »« Bien sûr, mon fils, » ai-je répondu en le faisant entrer. « Mais si, c'est à propos de l'appartement. J'ai déjà été très clair hier. » Gilles s'est assis sur le canapé, passant ses mains dans ses cheveux dans ce geste familier qu'il faisait quand il était sous pression. « Maman, je comprends ta position, je la comprends vraiment, mais il faut que tu comprennes aussi la nôtre. » Je me suis assise dans mon fauteuil observant mon fils. Il y avait quelque chose de différent dans son attitude aujourd'hui. Un sérieux qui n'était pas présent la veille. « Je t'écoute, Gilles. »« Xavier a pleuré toute la nuit, » dit-il, me regardant droit dans les yeux. Elle regrette sincèrement ce qu'elle a dit et comment elle s'est comportée. Et moi, je me sens responsable de ne pas être intervenue plus tôt. L'admission de responsabilité de Gilles m'a surprise. Pendant des mois, il avait maintenu une attitude passive face au comportement de Xavier, évitant toujours les confrontations directes. Le voir assumer sa part dans la situation montrait une maturité que j'attendais depuis longtemps. « Gilles, » dis-je calmement, « j'apprécie ton honnêteté. Mais les larmes de regret n'effacent pas des mois d'irrespect. Et ta responsabilité de ne pas être intervenue plus tôt confirme seulement que la situation est devenue intenable. Maman, poursuivit-il, se penchant en avant, nous ne pouvons vraiment pas payer 2800 € de loyer. Avec nos salaires actuels et les dépenses que nous avons déjà, ce serait impossible. La déclaration d'impossibilité financière m'a fait réfléchir au choix qu'ils avaient fait ces dernières années. Pendant 3 ans de logement gratuit, ils avaient choisi d'augmenter leur niveau de vie plutôt que de construire une réserve financière. C'était une leçon coûteuse mais nécessaire. « Gilles, » répondis-je, « l'impossibilité financière est une conséquence des choix que vous avez faits. Pendant 3 ans, vous auriez pu économiser une somme substantielle. Au lieu de cela, vous avez choisi de dépenser en voyage, nouvelle voiture et rénovation. » Mon fils baissa les yeux, reconnaissant clairement la vérité dans mes paroles. « Tu as raison, maman. Nous avons été imprudents avec l'argent. Mais cela ne peut pas être changé maintenant. » « Ça ne peut pas être changé, » acquiesçai-je, « mais ça peut être une leçon précieuse pour l'avenir. La responsabilité financière n'est pas optionnelle pour les adultes. » Gilles resta silencieux quelques instants, traitant visiblement la situation. Quand il reprit la parole, sa voix avait un ton de résignation que je n'avais jamais entendu auparavant. « Alors il n'y a vraiment rien que nous puissions faire pour changer ta décision ? » « Gilles, » dis-je fermement, mais pas sans affection. La décision n'est ni arbitraire ni vindicative. C'est une conséquence naturelle du manque de respect qui a été démontré. Les actions ont des conséquences et c'est une leçon que tout le monde doit apprendre. Et si Xavier venait personnellement s'excuser? Si elle s'engageait publiquement à ne plus jamais répéter ce comportement? La question de Gilles montrait qu'il n'avait pas encore complètement compris la nature de la situation. Il ne s'agissait pas simplement d'excuses ou de promesses futures.
Il s'agissait de restaurer un équilibre qui avait été irrémédiablement rompu. « Gilles, expliquai-je patiemment, la confiance, une fois brisée de cette façon, ne peut pas être simplement restaurée avec des mots. Xavier ne m'a pas manqué de respect une seule fois dans un moment de stress. Elle l'a fait à plusieurs reprises, pendant des mois, même après des demandes polies et claires. » Mon fils soupira profondément, semblant enfin accepter la réalité de la situation. « Alors nous devrons vraiment quitter l'appartement. »« Vous avez un choix, » corrigeai-je. « Vous pouvez accepter les conditions du marché et continuer à y vivre, ou vous pouvez chercher une autre alternative de logement. La décision vous appartient entièrement. » Gilles se leva du canapé et marcha jusqu'à la fenêtre du salon. « Maman, puis-je te poser une question personnelle ?»« Bien sûr, mon fils. Est-ce que tu ressens une satisfaction dans cette situation, une sorte de vengeance ?» La question m'a prise au dépourvu, mais m'a aussi fait réfléchir profondément à mes propres motivations. Il était important d'être honnête tant avec Gilles qu'avec moi-même sur les sentiments impliqués. « Gilles, répondis-je après un moment de réflexion, je ne ressens ni satisfaction ni plaisir à cela. En fait, cela m'attriste profondément que nous en soyons arrivés là. Mais je ressens du soulagement d'avoir enfin établi des limites claires et de ne plus avoir à tolérer le manque de respect dans ma propre maison. »« Je comprends, » dit-il, se détournant de la fenêtre. « Et je respecte ta position, maman. Je pense qu'au fond, j'ai toujours su que cela pourrait arriver un jour. » L'aveu de Gilles m'a surprise. « Tu le savais ? » ?»« Je ne savais pas spécifiquement pour tes propriétés, » expliqua-t-il, « mais j'ai toujours perçu que tu avais plus de ressources que tu ne le montrais. Et ça m'a toujours dérangé de voir comment Xavier te parlait parfois. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit ?» Gilles soupira à nouveau. « Parce que je voulais éviter les conflits, parce que je pensais qu'avec le temps, elles changeraient naturellement, parce que c'était plus facile de faire semblant de ne pas voir. » L'honnêteté brutale de mon fils était douloureuse, mais c'était aussi un signe de croissance personnelle. Reconnaître nos propres erreurs et omissions est toujours la première étape vers des changements authentiques. « Gilles, dis-je, me levant et posant ma main sur son épaule, éviter les conflits nécessaires n'est pas maintenir la paix. Ce n'est que reporter les problèmes jusqu'à ce qu'ils deviennent plus grands et plus douloureux. »« Je le comprends maintenant, » répondit-il, couvrant ma main de la sienne. « Et je veux que vous sachiez que, quoi qu'il arrive avec l'appartement, je comprends vos raisons et je ne vous en veux pas. » La conversation avec Gilles avait été plus productive et honnête que je ne l'espérais. Voir mon fils assumer la responsabilité de ses omissions et montrer une véritable compréhension de la situation me donnait l'espoir que notre relation familiale pourrait survivre et même se renforcer à travers cette crise. « Merci pour ça, mon fils, » dis-je sincèrement. « Et rappelle-toi que ma décision concernant l'appartement n'affecte en rien mon amour pour toi ou mon désir de maintenir notre famille unie. » Gilles hocha la tête en se dirigeant vers la porte. « Je vais parler de tout ça avec Xavier. Je pense qu'elle doit entendre quelques vérités difficiles sur les conséquences de nos choix. » Après son départ, je suis resté longtemps à réfléchir à notre conversation. C'était un dialogue mûr et nécessaire qui m'a donné l'espoir que, indépendamment des décisions pratiques concernant le logement, notre relation familiale pourrait émerger plus forte et plus honnête de cette expérience difficile. Quand Gilles est parti après notre conversation éclairante de l'après-midi, je suis restée assise dans mon fauteuil pendant longtemps, observant les ombres du soir s'allonger dans le salon. L'honnêteté de mon fils avait été un soulagement, mais m'avait aussi fait réaliser combien de temps avait été perdu en silence et en omission. Pendant 3 longues années, j'avais toléré une situation qui rongeait progressivement ma dignité intime et ma tranquillité d'esprit. Vers 7 heures du soir, j'ai entendu des pas hésitants dans le couloir. Cette fois, j'ai immédiatement reconnu la démarche de Xavier, plus lente que d'habitude, sans l'assurance arrogante qui caractérisait toujours ses mouvements. Les coups à la porte étaient doux, presque timides, en contraste saisissant avec les coups urgents et exigeants
de la veille. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé une Xavière complètement différente de la femme qui m'avait confrontée 24 heures auparavant. Ses yeux étaient rouges et gonflés, ses cheveux en désordre et sa posture courbée transmettaient une vulnérabilité que je n'avais jamais vue chez elle. « Madame Océane, dit-elle d'une voix rauque, pourriez-vous me parler, s'il vous plaît ?» La formalité dans son adresse a immédiatement attiré mon attention. Pendant 3 ans, Xavière s'était toujours adressé à moi simplement comme Roxane, parfois sur un ton qui frisait l'irrespect. Le retour au traitement formel révélait un changement significatif dans son attitude. « Entrez, Xavière, ai-je répondu en la faisant entrer. Elle s'est dirigée vers le canapé d'un pas incertain, s'asseyant sur le bord comme si elle ne se sentait pas à l'aise pour occuper pleinement l'espace. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle les entrelaçait sur ses genoux. « Je suis venue m'excuser », commença-t-elle, sa voix dépassant à peine le murmure. « Pas seulement pour ce que j'ai dit hier, mais pour tout. Pour tout, c'est moi de manque de respect, pour avoir ignoré vos demandes, pour avoir été si cruelle. » J'ai observé Xavière attentivement pendant qu'elle parlait. Il y avait quelque chose de sincère dans son repentir, qui n'était pas présent dans ses tentatives précédentes de minimiser la situation. Les larmes qui coulaient sur son visage semblaient venir d'un profond sentiment de reconnaissance et de honte. « Xavière, dis-je calmement, je vous remercie pour vos excuses. Mais vous devez comprendre que le problème n'était pas seulement ce qui s'est passé hier. C'était un schéma de comportement qui s'est développé sur une longue période. »« Je sais, » répondit-elle, levant finalement les yeux vers moi. « Gilles m'a aidé à voir cela cet après-midi. Il m'a montré comment je vous traitais, comment je profitais de votre générosité et de votre patience. » L'admission que Gilles avait finalement confronté Xavière sur son comportement m'a apporté un sentiment mélangé de soulagement et de tristesse. Du soulagement parce que mon fils avait trouvé le courage d'aborder directement la question, de la tristesse parce que cela avait pris tant de temps. « Et qu'est-ce que Gilles vous a dit d'autre ?» ai-je demandé. Xavière soupira profondément avant de répondre. « Il m'a dit que j'avais perdu toute perspective, que j'avais commencé à voir vos gentillesses comme des obligations, que j'avais oublié que tout ce que nous avions était un privilège, pas un droit. » Les paroles de Gilles démontraient une compréhension mature de la situation qui me donnait espoir pour l'avenir de notre famille. Il était évident que notre conversation de l'après-midi avait été un moment de prise de conscience pour lui. « Gilles m'a aussi parlé de vos propriétés, » poursuivit Xavière, « de comment vous avez toujours été discrète sur vos ressources, et je me sens tellement honteuse de la façon dont je vous ai parlé. Vous traiter de vieille inutile était impardonnable. » La mention spécifique de l'insulte qu'elle avait proférée m'a fait momentanément revivre la douleur de ces mots. Mais voir Xavière reconnaître la gravité de ses paroles montrait qu'elle commençait à comprendre les véritables dimensions de son comportement. « Xavière, dis-je, ce qui m'a le plus blessé, ce ne sont pas seulement les mots. C'est de réaliser que tu pensais vraiment avoir le droit de me parler ainsi. C'est de voir que tu avais complètement perdu le respect pour moi en tant que personne. »« Tu as raison, » admit-elle, les larmes coulant plus intensément. « J'avais perdu le respect. J'avais commencé à te voir comme un obstacle, plutôt que comme la personne généreuse que tu as toujours été avec nous. » La reconnaissance de Xavière sur la façon dont sa perception s'était déformée au fil du temps était un signe prometteur. Beaucoup de gens dans des situations similaires n'arrivent jamais à voir au-delà de leurs propres besoins et commodités pour comprendre l'impact de leurs actions sur les autres. « Madame Océane, dit-elle, se penchant légèrement en avant, y a-t-il un moyen de regagner votre confiance, une façon de prouver que j'ai vraiment changé ?» La question de Xavière était compréhensible, mais révélait aussi qu'elle n'avait pas encore complètement accepté l'irréversibilité de certaines conséquences. La confiance, surtout après avoir été brisée de manière si délibérée et répétée, ne peut pas être simplement restaurée par des promesses ou des démonstrations temporaires. « Xavière, répondis-je soigneusement,
Le véritable changement ne se produit pas du jour au lendemain. Et même quand il se produit, certaines conséquences ne peuvent pas être effacées. Ce que tu peux faire, c'est apprendre de cette expérience et t'assurer de ne plus jamais traiter quelqu'un comme tu m'as traité. Mais cela signifie-t-il qu'il n'y a aucune chance de revenir sur votre décision concernant l'appartement ? Demanda-t-elle, une note de désespoir dans la voix. La décision reste inchangée, confirmai-je fermement. Non pas parce que je ne crois pas en la possibilité de ton changement, mais parce que certaines leçons ne sont apprises qu'à travers leurs conséquences naturelles. Xavier baissa la tête, assimilant clairement la finalité de la situation. Quand elle reprit la parole, sa voix était plus maîtrisée, bien que toujours chargée d'émotion. Gilles m'a dit que vous avez 30 jours pour décider si vous allez accepter de payer le prix du marché ou chercher ailleurs, dit-elle. Nous avons parlé de nos finances cet après-midi et c'est vrai que ce sera très difficile pour nous. L'aveu des difficultés financières ne m'a pas surprise. Pendant les 3 années de logement gratuit, j'avais observé le style de vie qu'ils avaient adopté, dépensant toujours jusqu'à la limite de leurs revenus sans constituer de réserve pour les urgences. Xavier, dis-je, les difficultés financières sont les conséquences des choix que nous faisons. Pendant 3 ans, vous avez eu l'opportunité d'économiser une somme substantielle. Au lieu de cela, vous avez choisi de dépenser en voyages coûteux, voitures neuves et autres commodités. Vous avez raison, admit-elle. Nous avons été irresponsables. Je réalise maintenant que nous avons traité votre générosité comme si elle était permanente et acquise, sans jamais nous préparer à la possibilité qu'elle puisse prendre fin. La capacité de Xavier à reconnaître l'irresponsabilité financière du couple montrait un niveau d'autocritique que je n'attendais pas d'elle. C'était un signe que la crise forçait une évaluation honnête de leurs choix passés. « Et maintenant ?» demandai-je. « Quel est votre plan ?» Xavier soupira à nouveau, passant ses mains dans ses cheveux dans un geste de frustration. « Nous allons essayer de trouver un appartement plus petit dans un quartier plus éloigné. Gilles a commencé à chercher cet après-midi. Ce sera un ajustement difficile, mais je pense que c'est peut-être nécessaire pour nous. » L'acceptation de la nécessité de changer leur niveau de vie était un autre signe positif. Beaucoup de gens dans des situations similaires refusent de faire les ajustements nécessaires, préférant blâmer les autres pour leurs difficultés. « Xavier, dis-je, les changements sont toujours difficiles, surtout quand ils impliquent une réduction du niveau de vie. Mais parfois ils sont nécessaires pour nous reconnecter avec ce qui compte vraiment. » Madame Océane, dit-elle, me regardant droit dans les yeux, je veux que vous sachiez que, indépendamment de ce qui arrivera avec l'appartement, j'ai appris une leçon précieuse sur le respect et la gratitude. Et je promets que je ne vous traiterai plus jamais, vous ou quelqu'un d'autre, de la façon dont je vous ai traité. La promesse de Xavier semblait sincère, mais je savais que les promesses faites dans des moments de crise ne résistent pas toujours à l'épreuve du temps. Le véritable test de son changement viendrait dans les mois et années à venir, quand les émotions intenses du moment présent se seraient dissipées. « Je l'espère, Xavier, » répondis-je, et j'espère que cette expérience servira de rappel permanent sur l'importance de traiter les autres avec dignité et respect. Xavier se leva du canapé, se déplaçant avec la même hésitation qu'à son arrivée. « Merci de m'avoir écouté, Madame Océane. Je sais que je ne mérite pas votre patience après tout ce que j'ai fait. Tout le monde mérite une chance de se racheter, Xavier, dis-je en l'accompagnant jusqu'à la porte. La question est de savoir si nous saisissons cette chance ou non. » Après son départ, je suis retourné dans mon fauteuil pour réfléchir à notre conversation. La transformation de Xavier semblait sincère, mais je savais que seul le temps révélerait s'il s'agissait d'un changement superficiel, motivé par le désespoir ou d'une véritable transformation de caractère. Quelle que soit l'authenticité de son repentir, ma décision concernant l'appartement resterait inchangée. Certaines leçons ne peuvent être apprises qu'à travers leurs conséquences naturelles, et permettre à Xavier d'échapper aux conséquences de son comportement serait un mauvais service tant pour elle que pour moi.
le téléphone sonna vers 9 heures du soir. C'était Quentin Caillan, avec sa voix toujours professionnelle, mais empreinte d'une curiosité discrète. « Madame Océane, dit-il, j'espère ne pas vous déranger à une heure tardive, mais j'ai reçu un appel intéressant de Gilles, il y a peu. »« À quel sujet ?» demandai-je, bien que je devine déjà le sujet. Il se renseignait sur les procédures de déménagement et de changement d'adresse auprès de la copropriété, expliqua Caillan. Il semble qu'ils aient pris une décision concernant la situation de l'appartement. L'information confirmait ce que j'avais soupçonné durant ma conversation avec Xavier. Ils étaient arrivés à la conclusion qu'ils ne pourraient pas assumer le loyer au prix du marché et avaient décidé de chercher des alternatives plus abordables. « Et quelle a été votre réponse ?» demandai-je. Je lui ai expliqué les procédures standards et l'ai informé qu'il devrait communiquer formellement sa décision au moins 15 jours à l'avance, répondit Quentin. J'ai également mentionné que toutes les questions relatives à l'appartement devaient être discutées directement avec vous. L'efficacité professionnelle de Caillan dans le maintien des procédures appropriées m'impressionnait toujours. Pendant des années, il avait géré des situations délicates avec discrétion et compétence, protégeant toujours les intérêts des véritables propriétaires. « Quentin, dis-je, quand Gilles formalisera leur décision, je veux que vous prépariez les procédures pour remettre l'appartement sur le marché locatif. »« Certainement, madame, répondit-il. Dois-je l'annoncer au prix dont nous avons discuté précédemment ? Oui, 2 800 €, plus les charges de copropriété, confirmai-je. Et Quentin, je veux que vous soyez rigoureux dans la sélection des prochains locataires. Je préfère des personnes qui valorisent l'opportunité et traitent la propriété avec respect. Je comprends parfaitement, Madame Océane, dit Caillan. J'ai l'expérience dans l'évaluation des candidats et je peux vous assurer que nous ferons une sélection minutieuse. Après avoir terminé l'appel avec Quentin, je suis resté longtemps à contempler les événements des 2 derniers jours. Une situation qui s'était développée graduellement sur plusieurs mois avait finalement atteint son paroxysme et sa résolution naturelle. Je ressentais un mélange complexe d'émotions, du soulagement d'avoir enfin établi des limites claires, de la tristesse d'avoir dû en arriver là, et l'espoir que les leçons apprises puissent renforcer notre famille à long terme. La décision de révéler ma propriété de l'immeuble avait été un moment décisif, non seulement pour Xavier et Gilles, mais aussi pour moi. Pendant des années, j'avais gardé cette information privée, permettant aux autres de former leur propre perception sur ma situation financière. Mais parfois, la vérité doit éclater pour que la justice et l'équilibre puissent être restaurés. Alors que je me préparais à dormir ce soir-là, j'ai réfléchi à la façon dont les petites actions quotidiennes peuvent s'accumuler au fil du temps, créant des schémas de comportement qui conduisent finalement à des conséquences significatives. L'arrogance de Xavier concernant la place de parking n'avait été que la manifestation la plus visible d'une attitude de manque de respect qui s'était développée progressivement. Maintenant, avec la vérité révélée et les conséquences établies, nous aurions tous l'opportunité de grandir et d'apprendre de cette expérience difficile, 18 mois plus tard. J'arrosais les plantes de mon balcon lorsque j'ai entendu des pas familiers dans le couloir. C'était un samedi matin ensoleillé, et le son des enfants jouant dans l'aire de jeu de l'immeuble créait une atmosphère joyeuse qui était devenue partie intégrante de ma routine matinale. Lorsque les coups légers à la porte sont arrivés, je savais déjà qui ce serait. « Bonjour, maman », dit Gilles en entrant, portant un sac de pain frais et un sourire sincère que je n'avais pas vu depuis longtemps. J'ai apporté le petit déjeuner pour nous deux. Mon fils avait pris l'habitude de me rendre visite tous les samedis matins depuis qu'il avait déménagé dans son nouvel appartement. C'était devenu un rituel que nous avions tous les deux appris à apprécier profondément, une opportunité de discuter sans pression ni tension familiale. « C'est merveilleux, mon chéri », ai-je répondu en m'essuyant les mains sur mon tablier. « Comment va Xavier ? Elle n'est pas venue aujourd'hui. »« Elle va bien », dit Gilles en s'installant dans la cuisine pour préparer le café. Elle suit un cours de gestion financière qui a commencé le mois dernier. Elle a cours ce matin.
L'information sur le cours de Xavier m'a agréablement surprise. Durant les 18 mois qui ont suivi leur déménagement, j'avais observé plusieurs changements significatifs dans le comportement et les priorités de ma belle-fille. Mais celle-ci était une nouveauté qui démontrait une véritable évolution personnelle. Un cours de gestion financière, ai-je demandé en me servant du café. C'est un changement intéressant pour elle. Gilles acquiesçait avec une expression mêlant fierté et réflexion. Après tout ce qui s'est passé, elle a réalisé que nous devions mieux gérer notre argent. C'était son idée de suivre ce cours pour mieux comprendre le budget familial et les investissements. L'initiative de Xavier de chercher une éducation financière montrait une maturité que j'espérais voir depuis longtemps. Il était évident que les conséquences de ses choix passés avaient servi de catalyseur pour des changements positifs dans sa vie. « Et comment vous adaptez-vous au nouvel appartement ?» ai-je demandé, bien que je connaisse déjà une partie de la réponse à travers nos conversations précédentes. « Bien mieux que ce que nous imaginions initialement, » a admis Gilles en s'asseyant à table. « L'appartement est plus petit et le quartier est plus éloigné, mais tu sais, maman, je pense que c'était exactement ce dont nous avions besoin. Le déménagement dans un appartement de 2 chambres dans un quartier plus éloigné avait été une adaptation significative pour le couple. Le loyer était moins de la moitié de ce qu'il aurait été dans mon immeuble, mais cela avait exigé des ajustements dans leur style de vie qui semblaient initialement drastiques. « Comment ça? C'était ce dont vous aviez besoin ?» ai-je demandé, curieuse d'entendre le point de vue de mon fils. Gilles a pris une gorgée de café avant de répondre, organisant ses pensées. « Maman, pendant 3 ans à vivre gratuitement dans ton immeuble, nous avions perdu la notion de la vraie valeur des choses. Nous avions une vie confortable sans avoir à faire des choix difficiles ou des sacrifices. » L'analyse de Gilles sur les années de logement gratuit démontrait une compréhension mature des conséquences non intentionnelles d'une générosité prolongée. C'était gratifiant de voir qu'il avait développé cette perspective à travers l'expérience. « Maintenant, » a-t-il continué, « nous devons réfléchir attentivement à chaque dépense, planifier nos achats, économiser pour des objectifs spécifiques. C'est plus difficile, mais aussi plus réel, tu vois. » Le mot « réel » a retenu mon attention. Pendant longtemps, je m'étais demandé si ma générosité ne protégeait pas, involontairement, mes enfants d'expériences nécessaires à leur développement en tant qu'adultes responsables. « Et Xavier gère bien ces changements ?» ai-je demandé, me souvenant de la femme qui, 18 mois plus tôt, s'était désespérée à l'idée de devoir ajuster son niveau de vie. « Mieux que je ne l'espérais, » a répondu Gilles avec sincérité. « Au début, c'était difficile pour elle. Nous avons eu quelques discussions sur l'argent, sur les priorités, sur ce qui était vraiment nécessaire par rapport à ce qui n'était que désir. » Le téléphone a sonné, interrompant notre conversation. C'était Quentin Caillan, avec sa voix toujours professionnelle, mais empreinte d'une satisfaction discrète. « Bonjour, Madame Océane, » a dit Caillan. « J'espère ne pas vous déranger en ce week-end, mais j'ai une information qui devrait vous intéresser. »« Bonjour, Quentin, » ai-je répondu, faisant signe à Gilles de continuer à boire son café. « Je vous écoute. » Les locataires de l'appartement 306 viennent de renouveler leur bail pour 2 ans supplémentaires, a informé Quentin. Ils sont très satisfaits du logement et ont exprimé leur intérêt pour un renouvellement à long terme. L'information concernant les nouveaux locataires m'a apporté satisfaction. Le couple qui avait loué l'appartement où vivaient Gilles et Xavier était composé de professionnels respectueux qui prenaient soin de la propriété comme si elle était la leur et entretenaient d'excellentes relations avec tous les voisins. « Excellente nouvelle, Quentin, ai-je répondu. Ce sont des locataires exemplaires. »« Sans aucun doute, madame, » a approuvé Caillan. « Et je peux ajouter que le montant du loyer reste compétitif sur le marché actuel. La propriété continue d'être un investissement solide. » Après avoir terminé l'appel avec Quentin, j'ai reporté mon attention sur Gilles, qui avait écouté la conversation avec un intérêt respectueux. Pendant les mois qui ont suivi le déménagement, mon fils n'avait jamais montré de ressentiment ou de regret concernant la décision que j'avais prise. « Les nouveaux locataires sont de bonnes personnes ?» a demandé Gilles sincèrement. « Ils sont excellents, »
ai-je répondu. Un couple de médecins dans la quarantaine, sans enfants, qui apprécient beaucoup la tranquillité et l'emplacement. Ils prennent soin de l'appartement comme s'il leur appartenait. Gilles a acquiescé pensivement. Je suis heureuse d'apprendre que l'appartement est bien entretenu. J'ai toujours beaucoup aimé cet endroit. L'absence d'amertume dans la voix de mon fils m'a profondément touchée. Il était évident que le temps et l'expérience lui avaient donné du recul sur les événements qui avaient mené à leur déménagement. « Gilles, dis-je, puis-je te demander ce que Xavier ressent par rapport à tout ce qui s'est passé ?» Mon fils hésita un moment, choisissant visiblement ses mots avec soin. « Maman Xavier a beaucoup changé ces derniers mois. Au début, elle était amère et blessée, mais avec le temps, surtout après que nous avons commencé à nous adapter au nouvel appartement, elle a commencé à comprendre tes leçons. »« Quel genre de leçons ?» demandai-je, sincèrement curieuse de l'évolution de Xavier. « Sur la gratitude principalement, » répondit Gilles. « Elle a réalisé que pendant 3 ans, nous avions eu un énorme privilège et qu'au lieu d'être reconnaissants, nous nous étions installés dans le confort et avions même développé un sentiment de droit acquis. » L'analyse de Gilles sur leur état d'esprit confirmait mes soupçons concernant les effets non intentionnels d'une générosité prolongée sans limite claire. « Et comment cela a-t-il affecté votre relation ?» demandai-je, inquiète des tensions potentielles dans leur couple. « Curieusement, cela l'a amélioré, » admit Gilles avec un sourire. Devoir travailler ensemble pour gérer un budget serré, prendre des décisions difficiles sur les dépenses, planifier notre avenir financier, tout cela nous a rapprochés d'une manière inattendue. La révélation que les défis financiers avaient renforcé leur relation m'a agréablement surprise. Souvent, les pressions financières détruisent les mariages, mais apparemment, dans leur cas, cela avait servi d'opportunité de croissance commune. « Xavier veut venir te parler en personne, » dit Gilles après quelques moments de silence. « Elle le demande depuis des mois, mais elle devient toujours nerveuse au dernier moment. » L'information sur le désir de Xavier de me parler m'intrigua. Pendant les 18 mois, depuis leur déménagement, nos contacts avaient été minimes et toujours médiatisés par Gilles. « Elle peut venir quand elle veut, » répondis-je sincèrement. « Il n'y a jamais eu d'obstacle de ma part. »« Je sais, maman, » dit Gilles. « Le problème, c'est qu'elle ressent encore beaucoup de honte pour ce qu'elle t'a dit ce jour-là. Elle a peur que tu ne puisses pas la pardonner complètement. » L'inquiétude de Xavier concernant le pardon m'a fait réfléchir à mes propres sentiments sur les événements passés. Le temps avait adouci la douleur des paroles cruelles, mais m'avait aussi donné du recul sur les leçons apprises par tous les concernés. « Gilles, » dis-je avec précaution, « pardonner ne signifie pas oublier ce qui s'est passé ou faire semblant qu'il n'y a pas eu de conséquences. Cela signifie accepter que les gens peuvent changer et grandir à travers leurs expériences. » Mon fils acquiesça, comprenant clairement la distinction que je faisais. « Je peux lui dire ça ?»« Oui, » confirmai-je. « Et tu peux aussi lui dire que je suis curieuse de savoir comment elle va et quels sont ses projets d'avenir. » Nous avons passé le reste de la matinée à parler de divers sujets. Le travail de Gilles, qui avait reçu une promotion récente, leur plan pour économiser pour l'apport d'un appartement en propre, et les changements positifs qu'ils avaient tous deux mis en place dans leur vie. Alors que Gilles s'apprêtait à partir, il se tourna vers moi avec une expression sérieuse. « Maman, je ne t'ai jamais correctement remercié pour la leçon que tu nous as donnée. C'était douloureux sur le moment, mais c'était nécessaire. »« Mon chéri, » répondis-je en embrassant mon fils, « parfois les leçons les plus précieuses sont aussi les plus difficiles à apprendre. L'important est que vous ayez grandi à travers cette expérience. »« C'est vrai, » confirma Gilles, « et je veux que tu saches que notre relation est plus forte maintenant que jamais. Paradoxalement, ta fermeté dans cette situation m'a fait te respecter encore plus. » Après le départ de Gilles, je suis restée sur le balcon à observer le mouvement tranquille du samedi dans l'immeuble. Les nouveaux locataires de l'appartement 306 sortaient pour ce qui semblait être une promenade matinale, saluant poliment les autres résidents qu'ils croisaient. J'ai réfléchi à la façon dont les événements d'il y a 18 mois
s'était déroulé d'une manière qu'aucun de nous n'aurait pu complètement prévoir. Ce qui avait commencé comme un conflit sur une place de parking s'était transformé en une leçon profonde sur le respect, la responsabilité et la croissance personnelle. La décision d'établir des limites claires et de maintenir les conséquences avait été douloureuse, mais les résultats démontraient en sa nécessité. Gilles et Xavier avaient développé des compétences de vie essentielles qu'ils n'auraient probablement pas acquises si j'avais continué à les protéger des réalités financières. En même temps, notre famille en était ressortie plus forte et plus honnête. Les conversations que nous avions maintenant étaient plus profondes et authentiques, fondées sur le respect mutuel plutôt que sur des dynamiques de dépendance ou de pouvoir. En arrosant les dernières plantes du balcon, j'ai souri en pensant à la façon dont la vie nous enseigne des leçons inattendues. À 68 ans, j'avais appris que parfois, protéger quelqu'un des conséquences peut être moins aimant que de le laisser faire face aux résultats de ses choix, et que la dignité et le respect, une fois perdus, ne peuvent être retrouvés qu'à travers des actions cohérentes au fil du temps, et non simplement par des mots ou des promesses. L'après-midi s'étendait devant moi avec la tranquillité que j'avais appris à apprécier profondément, sachant que notre famille avait trouvé un nouvel équilibre basé sur l'honnêteté, le respect mutuel et la croissance partagée.